9 minuscules minutes. Il n'aura fallu que cela pour faire vaciller la Ve République comme jamais depuis l'affaire Clearstream, et pour pulvériser ce qui restait de l'aura politique de Nicolas Sarkozy. Devant la commission parlementaire, l'ex-chef de l'État venait tout juste de livrer une plaidoirie enflammée, niant en bloc toute implication libyenne dans le financement de sa campagne. Il toisa Sébastien Lecornu du regard, avec l'arrogance tranquille d'un vieux routier de la politique, certain que sa langue bien aiguisée lui vaudrait une fois encore un tour gratuit hors de l'embarras judiciaire. Mais le Premier ministre, debout, a lancé ce qui allait devenir une onde de choc historique. Une série de révélations a glacé le sang, figé les caméras et suspendre la respiration de l'hémicycle. Ce n'était plus un banal échange d'arguments sur des allégations poussiéreuses. Non. C'était l'instant où un trentenaire a méthodiquement démoli l'image publique d'un ancien président en l'espace d'un claquement de doigts. Pour prendre toute la mesure du tremblement de terre qui allait secouer les murs du Palais Bourbon en ce mois de janvier 2026, il faut faire un saut en arrière, presque 2 décennies plus tôt. À l'époque où Sarkozy, encore ministre de l'Intérieur aux dents longues, rêvait déjà de conquérir l'Élysée. L'épopée débute dans les décors opulents de Tripoli, là où le fantasque et redouté colonel Kadhafi régnait sans partage sur un océan de pétrole et de peur. En 2005-2006, la France cherchait désespérément à normaliser ses relations avec le régime libyen après des années de tensions liées aux attentats terroristes du DC-10 d'UTA en 1989. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur ambitieux avec des visées présidentielles évidentes, voyait dans le rapprochement avec Kadhafi une opportunité stratégique triple. Renforcer son image internationale, sécuriser des contrats juteux pour les entreprises françaises et, surtout, obtenir des financements discrets pour sa future campagne électorale. C'est dans ce contexte trouble qu'intervient Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais sulfureux, spécialisé dans les ventes d'armes et l'intermédiation entre régimes autoritaires et responsables politiques occidentaux. Takieddine entretenait des relations privilégiées avec le régime libyen depuis les années 1990 et servait régulièrement d'intermédiaire dans des transactions douteuses impliquant des commissions occultes. Né à Beyrouth en 1950, Takieddine avait construit sa fortune dans le commerce international d'armement, secteur opaque par excellence, où se mêlent intérêts d'État, profits privés et corruption systémique. Son carnet d'adresses était impressionnant. Généraux africains, princesses du Golfe, ministres européens, dictateurs moyen-orientaux. Il connaissait tous les rouages du système de commissions occultes qui lubrifie le marché mondial des armes. Sa spécialité était de servir d'intermédiaire dans les grands contrats d'armement entre la France et les pays autoritaires. Il touchait des commissions substantielles sur chaque transaction, généralement entre 3% et 8% du montant total des contrats. Ces commissions, officiellement présentées comme des frais de conseil ou de mise en relation, servaient en réalité souvent à corrompre des décideurs politiques français et étrangers. Takieddine avait développé une relation particulièrement étroite avec le régime de Kadhafi depuis 1995, lorsqu'il avait servi d'intermédiaire dans la vente de matériel militaire français à la Libye malgré l'embargo international. Cette complicité dans le contournement des sanctions avait créé des liens de confiance entre l'homme d'affaires et les services secrets libyens qui le considéraient comme un allié fiable. M. Sarkozy, avait expliqué Takieddine lors d'une rencontre secrète soigneusement orchestrée à l'hôtel Bristol en septembre 2006, le colonel Kadhafi est prêt à soutenir très généreusement votre campagne présidentielle. Il considère que vous êtes le seul homme politique français véritablement capable de normaliser durablement les relations franco-libyennes et de lever définitivement l'embargo sur les ventes d'armes. Mais, évidemment, ce soutien financier massif doit rester absolument confidentiel pour des raisons diplomatiques évidentes. Cette proposition de financement illégal étranger constituait une violation flagrante et caractérisée de toutes les lois françaises sur le financement transparent des campagnes électorales.
La législation française, particulièrement stricte depuis les scandales des années 1990, interdisait formellement tout don de personnes morales étrangères, tout financement par des États étrangers et plafonnait strictement les contributions individuelles à 7 500 € par personne et par campagne. Accepter plusieurs millions d'euros d'un régime dictatorial étranger représentait non seulement un crime financier passible de 10 ans de prison et d'1 million d'euros d'amende, mais aussi, potentiellement, une trahison des intérêts nationaux, puisque cela plaçait le futur président sous l'influence d'une puissance étrangère hostile aux valeurs démocratiques. Pourtant, selon les révélations ultérieures de Takieddine lui-même, Sarkozy aurait donné son accord tacite pour ce financement clandestin. Le mécanisme était d'une simplicité redoutable. L'argent serait retiré en espèces des comptes secrets libyens, transporté physiquement en France dans des valises, puis remis directement à des proches de Sarkozy qui se chargeraient de l'injecter discrètement dans la machine de campagne. Entre novembre 2006 et mars 2007, juste avant et pendant la campagne présidentielle, Takieddine effectua 3 voyages entre Tripoli et Paris, transportant à chaque fois d'importantes sommes en espèces dans des valises diplomatiques qui échappaient au contrôle douanier. Le montant total de ces transferts aurait atteint 5 millions d'euros, selon ses propres déclarations ultérieures. Une somme colossale représentant près de 25% du budget officiel de campagne de Sarkozy. En 2007, Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle avec 53% des voix contre Ségolène Royal. Sa victoire est célébrée au Fouquet's dans une ambiance de fête somptueuse qui choquera l'opinion publique. Quelques mois plus tard, en juillet 2007, le nouveau président français accueille en grande pompe Mouammar Kadhafi à Paris pour une visite d'État controversée. Le dictateur libyen plante sa tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny, face à l'Élysée, provoquant un scandale médiatique. Cette visite spectaculaire scelle officiellement la normalisation des relations franco-libyennes, mais elle marque aussi symboliquement le paiement de la dette politique de Sarkozy envers son financeur clandestin. Les contrats signés lors de cette visite portent sur plusieurs milliards d'euros. Vente d'Airbus, construction d'un réacteur nucléaire civil, contrat pétrolier pour Total. La France et la Libye de Kadhafi sont désormais des partenaires stratégiques privilégiés. Pendant 4 ans, le secret du financement libyen reste hermétiquement gardé. Seule une poignée d'initiés connaît la vérité sur l'origine d'une partie significative des fonds de campagne. Sarkozy gouverne la France, mène sa politique de rupture et ne semble menacé par aucun scandale majeur susceptible de remettre en cause sa légitimité présidentielle. Mais en 2011, tout bascule dramatiquement. Le printemps arabe atteint la Libye et une rébellion populaire menace le régime de Kadhafi. Dans un retournement spectaculaire, la France de Sarkozy devient le fer de lance de l'intervention militaire internationale contre son ancien ami libyen. Les avions français bombardent les forces loyalistes, contribuant directement à la chute puis à la mort violente de Kadhafi en octobre. Ce revirement brutal pose une question géopolitique troublante que peu d'observateurs ont osé formuler publiquement à l'époque. Sarkozy a-t-il ordonné l'élimination de Kadhafi pour faire disparaître le témoin gênant de son financement illégal? La France a-t-elle déclenché une guerre pour effacer les traces d'un scandale financier présidentiel? Les années suivantes voient progressivement émerger les révélations sur le financement libyen. En 2012, après la défaite électorale de Sarkozy face à François Hollande, Mediapart publie un document explosif, une note des services de renseignement libyens datant de 2006, évoquant explicitement un accord de financement de la campagne Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Le chiffre semble extravagant, probablement exagéré par la propagande du régime Kadhafi, mais le principe du financement est clairement établi. En 2013, Ziad Takieddine, pressé par les enquêtes judiciaires multiples sur ses propres affaires troubles de commissions occultes dans les ventes d'armes, décide stratégiquement de parler pour obtenir une immunité partielle du parquet. Dans une série d'interviews explosives accordées à Mediapart, Le Monde et à la juge d'instruction Serge Tournaire, il confirme avoir personnellement transporté 5 millions d'euros en espèces de Tripoli vers Paris et les avoir remis à l'entourage immédiat de Sarkozy.
Ces déclarations circonstanciées, d'abord accueillies avec un scepticisme prudent par l'opinion publique habituée aux affabulations des intermédiaires véreux, déclenchent néanmoins une ouverture d'une information judiciaire formelle pour corruption passive d'une personne dépositaire de l'autorité publique, financement illégal de campagne électorale par une puissance étrangère, recel de détournement de fonds publics étrangers et blanchiment en bande organisée. Le juge Tournaire, magistrat chevronné spécialisé dans les affaires de corruption internationale depuis l'affaire Elf des années 1990, constitue méthodiquement un dossier d'instruction monumental. Il auditionne 100 témoins sur une période de 7 ans, fait expertiser 23 000 documents saisis lors de perquisitions en France et à l'étranger, commissionne des enquêtes bancaires internationales dans 12 juridictions différentes et tente désespérément de retrouver les traces matérielles de l'argent liquide libyen dans les circuits financiers français. Les années 2014-2025 sont marquées par une bataille judiciaire d'une complexité kafkaïenne. Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, ancien bâtonnier et spécialiste des grandes affaires politico-financières, déploient une stratégie de défense procédurale agressive et multidimensionnelle qui va transformer l'affaire en marathon judiciaire interminable. Premier axe de défense, discréditer systématiquement Takieddine en le présentant comme un affabulateur mythomane véreux, cherchant à négocier une immunité judiciaire en échange de fausses accusations contre Sarkozy. Les avocats de l'ancien président produisent des dizaines de témoignages d'anciens collaborateurs de Takieddine, attestant de sa réputation de menteur professionnel et de manipulateur pathologique. Deuxième axe, contester méthodiquement la validité juridique de toutes les preuves documentaires présentées par l'accusation. Les documents libyens sont présentés comme des fabrications de propagande du régime Kadhafi sans valeur probante. Les relevés bancaires sont contestés comme invérifiables puisque les institutions financières libyennes ont été détruites pendant la guerre civile. Les témoignages des anciens responsables libyens sont disqualifiés comme récits de vaincus cherchant à se venger. Troisième axe. Invoquer systématiquement des violations procédurales pour faire annuler des pans entiers de l'instruction. Les écoutes téléphoniques de Sarkozy sont contestées comme attentatoires au secret de la défense et à l'immunité présidentielle. Les perquisitions au domicile de Sarkozy sont attaquées comme disproportionnées et vexatoires. Chaque élément de l'enquête fait l'objet de recours devant la Chambre de l'instruction. Quatrième axe, multiplier les procédures collatérales pour noyer le dossier principal sous des contentieux annexes. Plainte pour violation du secret de l'instruction contre les journalistes ayant publié des fuites. Poursuite en diffamation contre Mediapart. Recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour procès inéquitable et médiatisé. Chaque nouvelle procédure retarde d'autant le procès principal. Takieddine lui-même complique considérablement les choses en se rétractant partiellement en 2020, créant une confusion juridique majeure qui affaiblit dramatiquement sa crédibilité de témoin principal devant les juges et l'opinion publique. Cette valse hésitation s'explique probablement par des pressions multiples exercées sur lui. Menaces physiques, propositions financières pour se taire, pression familiale, crainte pour sa sécurité personnelle. En mars 2020, alors qu'il réside au Liban pour échapper aux convocations judiciaires françaises, Takieddine accorde une interview surprise à Paris Match où il affirme soudainement « J'ai menti sur les valises libyennes. Sarkozy n'a jamais reçu d'argent de Kadhafi. J'ai inventé cette histoire sous la pression des juges français qui me promettaient une immunité. » Cette volte-face spectaculaire provoque la stupéfaction dans les milieux judiciaires et politiques. Les avocats de Sarkozy exploitent immédiatement cette rétractation pour réclamer un non-lieu immédiat. « Notre client a toujours dit la vérité », clame triomphalement Thierry Herzog. Le principal témoin à charge avoue enfin avoir menti. Cette procédure doit cesser immédiatement. Le camp sarkozyste organise une offensive médiatique massive présentant cette rétractation comme la preuve définitive de l'innocence de l'ancien président. Mais 15 mois plus tard, en juin 2021, nouveau rebondissement spectaculaire. Takieddine accorde une longue interview à Mediapart depuis Beyrouth, revenant complètement sur sa rétractation. « J'ai été menacé et payé pour dire que j'avais menti. Mais la vérité, c'est que j'ai bien transporté 5 millions d'euros de Tripoli à Paris pour Sarkozy. Je le maintiens et je suis prêt à témoigner à nouveau devant les juges. » Cette nouvelle volte-face relance l'instruction dans une confusion totale.
Les magistrats instructeurs sont confrontés à un témoin dont les déclarations successives, contradictoires, rendent pratiquement impossible toute mise en accusation solide. Comment présenter devant une cour d'assises un témoin qui a alternativement affirmé, nié, puis réaffirmé les mêmes faits? La crédibilité de l'accusation est gravement compromise. Les juges d'instruction Serge Tournaire et Aude Burézy, malgré leur détermination et leur professionnalisme reconnu, peinent tragiquement à rassembler des preuves matérielles définitives et juridiquement incontestables. L'argent liquide ne laisse par nature aucune trace bancaire électronique exploitable. Les témoins libyens de première main sont pour la plupart morts pendant la guerre civile de 2011 ou ont disparu dans le chaos qui a suivi. Les documents officiels du régime Kadhafi ont souvent été détruits, volés ou dispersés lors du pillage systématique des archives gouvernementales pendant la chute du régime. Le colonel Abdallah Senoussi, chef des services secrets libyens et beau-frère de Kadhafi, aurait été un témoin capital puisqu'il supervisait personnellement toutes les opérations de financement clandestin à l'étranger. Mais ce Senoussi a été capturé en Mauritanie en 2012, extradé en Libye, jugé et condamné à mort par contumace avant d'être mystérieusement libéré. Quand les enquêteurs français ont tenté de l'interroger, il a catégoriquement refusé de coopérer, invoquant le risque de représailles contre sa famille encore en Libye. Bachir Saleh, directeur de cabinet de Kadhafi et gestionnaire présumé des fonds secrets du régime, aurait également été crucial pour corroborer les accusations. Mais Saleh a fui la Libye en 2011 avec plusieurs centaines de millions de dollars et vit désormais dans un pays du Golfe qui refuse toute coopération judiciaire avec la France. Malgré une commission rogatoire internationale, il n'a jamais pu être interrogé formellement par les autorités françaises. Les archives bancaires libyennes, qui auraient pu prouver définitivement les retraits massifs d'espèces évoqués par Takedine, ont été en grande partie détruites pendant les bombardements de 2011 ou rendues inaccessibles par l'effondrement des institutions financières libyennes. Les quelques documents bancaires récupérés par les enquêteurs sont incomplets, partiellement illisibles, et leur authenticité est systématiquement contestée par la défense de Sarkozy. En décembre 2025, après 13 ans d'enquêtes laborieuses, de procédures interminables et de rebondissements médiatiques incessants, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris prononce finalement un non-lieu partiel hautement controversé pour insuffisance de charges caractérisées dans le dossier du financement libyen. Les magistrats concluent dans leur ordonnance de clôture qu'il existe certes des présomptions graves et concordantes de financement illégal, mais que les preuves matérielles directes sont juridiquement insuffisantes pour établir avec la certitude absolue requise par le droit pénal français que Sarkozy a personnellement et consciemment reçu de l'argent libyen. C'est une victoire judiciaire technique pour l'ancien président, obtenue davantage grâce aux failles procédurales de l'instruction et à l'absence de preuves matérielles irréfutables qu'à une démonstration convaincante de son innocence réelle. Les magistrats soulignent d'ailleurs dans leur motivation que l'absence de condamnation ne signifie nullement la reconnaissance d'innocence, mais simplement l'impossibilité de prouver juridiquement la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Sarkozy, accompagné de son avocat Thierry Herzog triomphant et de son épouse Carla Bruni solidaire, organise immédiatement une conférence de presse spectaculaire sur les marches du Palais de justice de Paris. Entouré de dizaines de caméras et de journalistes, il clame, avec une émotion calculée, sa totale innocence, enfin reconnue, et dénonce avec véhémence un acharnement politique, judiciaire et médiatique sans précédent dont il se serait courageusement défendu pendant 13 longues années d'épreuves injustes. Aujourd'hui, la vérité a enfin triomphé du mensonge. La justice a vaincu la calomnie, déclare-t-il solennellement avec cette rhétorique grandiloquente qui a toujours caractérisé son style politique. Pendant 13 ans, j'ai été traîné dans la boue par des accusations mensongères, diffamatoires et infamantes. Mon honneur, ma réputation, ma dignité ont été salis quotidiennement, mais j'ai toujours su que la vérité finirait par éclater. Ce jour est arrivé. Je suis totalement innocent, complètement blanchi, définitivement lavé de ces accusations honteuses. Cette déclaration d'innocence absolue, juridiquement excessive puisque le non-lieu ne constitue pas une reconnaissance formelle d'innocence, mais seulement une impossibilité de prouver la culpabilité, illustre parfaitement la stratégie de communication agressive de Sarkozy.
Il ne cherche pas seulement à éviter la condamnation pénale, mais à réécrire complètement l'histoire en se présentant comme une victime persécutée injustement, plutôt que comme un politicien aux pratiques douteuses ayant bénéficié de failles procédurales. Fort de ce non-lieu fragile, mais médiatiquement exploitable, Sarkozy multiplie stratégiquement les interventions publiques en janvier 2026 pour restaurer activement son image politique et morale, ternie par 13 années d'accusations persistantes et de soupçons légitimes. Il publie un livre manifeste au titre évocateur, « La vérité sur l'affaire libyenne ». 13 ans de persécution politique qui devient immédiatement un best-seller grâce à sa notoriété sulfureuse et à une campagne promotionnelle massive orchestrée par ses réseaux politiques et médiatiques. Il accorde des interviews fleuves à tous les grands médias français. 2 heures face à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews, une soirée spéciale sur TF1 avec Gilles Boulot, un entretien approfondi dans le Figaro Magazine étalé sur 12 pages, une longue conversation avec Laurent Ruquier dans On n'est pas couché sur France 2. Partout, il martèle le même message victimaire. Il a été injustement persécuté par une cabale politico-médiatique orchestrée par ses ennemis de gauche. Cette stratégie offensive de communication vise à reprendre le contrôle du narratif avant les élections législatives de 2027, où les républicains espèrent reconquérir le pouvoir. Sarkozy, bien qu'officiellement retiré de la vie politique active, reste une figure tutélaire de la droite française, dont le soutien ou l'opposition peut faire ou défaire des carrières politiques. Et cette offensive médiatique et politique soigneusement orchestrée va se transformer en un piège fatal absolument dévastateur. Car ce que Sarkozy ignore totalement, c'est que le gouvernement Lecornu dispose désormais secrètement de preuves matérielles accablantes et juridiquement irréfutables que la justice ordinaire n'a jamais pu obtenir malgré 13 ans d'investigations acharnées. Des documents confidentiels classifiés récupérés lors d'opérations clandestines des services secrets français en Libye. Des témoignages détaillés de hauts responsables libyens discrètement exfiltrés en France sous protection des services. Et surtout, des enregistrements audio et vidéo compromettants provenant directement des archives de sécurité ultra secrètes du régime Kadhafi. Ces éléments de preuve explosifs ont été obtenus dans des circonstances extraordinaires qui expliquent pourquoi ils n'ont jamais pu être utilisés dans la procédure judiciaire classique. Alors que la Libye était toujours plongée dans un chaos politique total, avec 3 gouvernements rivaux se disputant le pouvoir, la Direction générale de la sécurité extérieure française a mené plusieurs opérations clandestines ultra sensibles pour récupérer des archives compromettantes du régime Kadhafi avant qu'elles ne tombent entre les mains de puissances hostiles comme la Russie, la Turquie ou des groupes djihadistes. Une de ces opérations, nom de code Siro, menée en mars 2023 par une équipe d'agents de la Direction générale de la sécurité extérieure infiltrée à Tripoli, a permis de pénétrer dans les anciennes archives des services de renseignement libyens, abandonnés dans un bunker souterrain du complexe de Bab al-Azizia. Dans des coffres-forts militaires enterrés à 8 mètres de profondeur et miraculeusement préservés des pillages, les agents français ont découvert des centaines de documents ultra confidentiels, des bandes magnétiques audio et des disques durs contenant les enregistrements systématiques des conversations entre responsables libyens et intermédiaires étrangers. Le régime de Kadhafi, paranoïaque et obsédé par le contrôle absolu comme tous les régimes dictatoriaux, avait méthodiquement enregistré et archivé toutes les transactions sensibles avec l'étranger, y compris évidemment les financements politiques clandestins. C'était une pratique systématique de compromat, des preuves compromettantes sur tous les dirigeants étrangers corrompus pour pouvoir les faire chanter ultérieurement si nécessaire. Kadhafi avait ainsi constitué pendant 40 ans un véritable arsenal de scandales potentiels impliquant des dizaines de chefs d'État et de gouvernements du monde entier. Parmi ces archives extraordinaires figuraient plusieurs dossiers spécifiquement consacrés à l'opération NS Vonil Lan 7, nom de code libyen pour le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ces dossiers constituaient 347 pages de documents administratifs, notes manuscrites, ordres de virement, rapports de renseignement et comptes rendus de réunions détaillant précisément toute la mécanique du financement illégal, montant, date, intermédiaire, circuit financier, destinataire. Le 15 janvier 2026, l'Assemblée nationale accepte la demande de Sarkozy de créer une commission d'enquête parlementaire sur les allégations de financement libyen.
L'ancien président, convaincu de pouvoir utiliser cette tribune pour clamer définitivement son innocence, accepte de venir témoigner le 20. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Sébastien Lecornu a décidé d'utiliser cette audition pour révéler publiquement toutes les preuves secrètes accumulées par les services de renseignement français. Le premier ministre a obtenu l'accord d'Emmanuel Macron pour crever l'abcès de l'affaire libyenne une fois pour toutes, quelles qu'en soient les conséquences politiques. Le 22 janvier 2026, à 15 heures précises, dans l'hémicycle bondé de l'Assemblée nationale, Nicolas Sarkozy fait son entrée sous les flashs des photographes et les caméras de télévision. À 61 ans, l'ancien président a conservé son énergie et sa combativité légendaire. Vêtu d'un costume sombre impeccable, il incarne toujours cette figure du pouvoir qu'il a si longtemps exercée. Mesdames et messieurs les députés, commence-t-il avec cette assurance qui a fait sa marque politique, je suis venu ici volontairement pour dire une fois pour toutes la vérité sur ce qu'on appelle l'affaire libyenne. La vérité, c'est que je n'ai jamais reçu 1 centime de Mouammar Kadhafi ou de son régime. Toutes ces accusations sont des mensonges, des manipulations, des calomnies. Son intervention dure 25 minutes. C'est un festival de rhétorique sarkozyste classique. Affirmations péremptoires, indignation morale, attaques contre les médias et les juges, appel à la raison et au sens des responsabilités. Il présente Takieddine comme un délinquant notoire qui a menti pour obtenir une immunité judiciaire, qualifie les documents libyens de faux grossiers fabriqués par les services de Kadhafi et se pose en victime d'un complot politico-médiatique orchestré par ses adversaires. J'ai été président de la République française, conclut-il avec emphase. J'ai servi mon pays avec honneur et dignité. Je ne laisserai personne salir mon nom et mon héritage sur la base de mensonges et de fabrications. La vérité finit toujours par triompher. Et aujourd'hui, la vérité triomphe. Je suis innocent. Les applaudissements nourris des députés Les Républicains résonnent dans l'hémicycle. Sarkozy semble avoir marqué des points décisifs. Les commentateurs politiques présents pensent déjà à leurs analyses sur la réhabilitation médiatique de Sarkozy. C'est alors que Sébastien Lecornu, Premier ministre, demande la parole en tant que membre de droit de la commission d'enquête. Le président de la commission, surpris par cette intervention inhabituelle du chef du gouvernement, ne peut refuser. Un silence pesant s'installe dans l'hémicycle. Lecornu se lève lentement, s'approche du pupitre avec une serviette en cuir noir et fixe Sarkozy droit dans les yeux avant de prononcer les mots qui vont tout faire basculer. « Monsieur l'ancien président », commence-t-il d'une voix glaciale, « je vous remercie pour cette démonstration éloquente de ce qu'on pourrait appeler l'art du déni. Malheureusement pour vous, la vérité que vous invoquez si souvent va justement être établie aujourd'hui, et elle est accablante. » L'attaque est frontale et brutale. Sarkozy, visiblement surpris par le ton, se redresse sur son siège. Les députés retiennent leur souffle. « Vous affirmez n'avoir jamais reçu d'argent libyen, » continue Lecornu en ouvrant sa serviette. « Permettez-moi de vous présenter le document WIL 106-147 récupéré par la Direction générale de la sécurité dans les archives du régime Kadhafi. Il s'agit d'un ordre de virement signé par Bachir Saleh, directeur de cabinet de Kadhafi, autorisant le retrait de 5 millions d'euros en espèces des comptes secrets libyens pour le financement de la campagne NS. Monsieur Sarkozy, ce sont vos initiales. Le choc dans l'hémicycle est immédiat. Les caméras zooment sur Sarkozy, dont le visage blêmit. Lecornu continue implacablement. Vous prétendez que Takieddine a menti. Voici les relevés bancaires libyens montrant 3 retraits massifs d'espèces en novembre 2006, janvier et mars 2007, exactement aux dates que Takieddine a indiquées. Coïncidence extraordinaire, n'est-ce pas? Sarkozy tente d'intervenir. « Monsieur le Premier ministre, ces documents sont... » Mais Lecornu l'interrompt sèchement. « Non, monsieur Sarkozy, c'est moi qui parle maintenant. Vous allez écouter. » Et il continue son démontage systématique. Mais le plus accablant, ce sont ses enregistrements audio. En 2007, les services de sécurité libyens enregistraient systématiquement toutes les conversations de Takieddine. Nous avons récupéré ces archives. Écoutons ensemble.
Un silence de mort s'abat sur l'hémicycle quand Lecornu active l'enregistrement audio sur le système de sonorisation. On entend distinctement la voix de Taqiyédine en français. Le ministre est très satisfait du premier versement. Il demande si le second peut être avancé à janvier plutôt que février. Puis une voix en arabe répond, traduite simultanément, « Pas de problème, le colonel a donné son accord. Dis à Sarkozy que la Libye n'oublie pas ses amis. » L'effet est dévastateur. Sarkozy est livide. L'hémicycle est sous le choc. Lecornu ne laisse aucun répit. Vous affirmez n'avoir jamais rencontré personnellement Taqiyédine pour ces transferts? Voici les enregistrements de vidéosurveillance de l'hôtel Raphaël montrant votre entrée discrète le 4 mars 2007 à 22h30, suivi 12 minutes plus tard de l'arrivée de Taqiyédine. Vous êtes resté 47 minutes dans la suite 401. Que faisiez-vous là, M. Sarkozy? Une partie de cartes? Chaque révélation est un coup de marteau. Sarkozy essaie de maintenir une contenance, mais sa déstabilisation est évidente. Mais parlons aussi de Claude Guéant, votre homme de confiance, poursuit Lecornu. En avril 2008, juste après votre élection, M. Guéant a ouvert un compte bancaire aux Seychelles où ont été versés 500 000 € en espèces. Origine inexpliquée à ce jour. Pensez-vous vraiment que nous sommes assez naïfs pour croire que ce n'est pas lié aux valises libyennes? Cette révélation sur Guéant, encore plus explosive que les précédentes, provoque un tumulte dans l'hémicycle. Lecornu attend que le calme revienne pour porter l'estocade finale. Et puis, il y a la question la plus terrible. Monsieur Sarkozy, en 2011, vous avez ordonné l'intervention militaire en Libye qui a conduit à la mort de Kadhafi. Plusieurs témoins libyens que nous avons exfiltrés affirment que, dans les derniers mois de sa vie, Kadhafi menaçait de révéler publiquement le financement de votre campagne si la France ne cessait pas de soutenir les rebelles. Quelques semaines plus tard, il était mort dans des circonstances troubles. Avez-vous fait tuer Kadhafi pour qu'il ne parle jamais, Monsieur Sarkozy? Cette accusation de meurtre politique déclenche un chaos total dans l'Assemblée. Sarkozy se lève, rouge de colère. « C'est scandaleux, c'est une mise en scène, je refuse !» Mais Lecornu ne lui laisse pas finir. Ce qui est scandaleux, Monsieur Sarkozy, c'est qu'un président de la République a vendu la politique étrangère de la France à un dictateur pour financer sa campagne. Ce qui est scandaleux, c'est que vous ayez menti pendant 20 ans. Ce qui est scandaleux, c'est que vous soyez ici aujourd'hui à nous prendre encore pour des imbéciles. Et puis vient la conclusion qui restera dans l'histoire. Monsieur Nicolas Sarkozy, au nom du peuple français que vous avez trahi, je demande au procureur de la République d'engager immédiatement des poursuites pour haute trahison, corruption aggravée et complicité d'assassinat. Votre immunité d'ancien président ne vous protégera plus. La vérité a enfin triomphé, mais ce n'est pas votre vérité. L'explosion qui suivit fut immédiate. Sarkozy quitta précipitamment l'hémicycle sous les huées d'une partie des députés. Les caméras de télévision capturèrent son visage défait, son monde s'effondrant sous ses yeux. Pour la première fois de sa carrière, le grand rhéteur était sans voix. Le lendemain, tous les journaux titraient « La chute de Sarkozy, l'affaire libyenne ». Les preuves accablantes. Lecornu détruit l'héritage Sarkozy. Le Monde publia les documents présentés en commission. Mediapart analysa les enregistrements audio. Libération révéla des témoignages complémentaires de Libyens exfiltrés. Les jours suivants, d'autres révélations émergèrent. Des anciens collaborateurs de Sarkozy commencèrent à parler. Le parti Les Républicains se déchira entre ceux qui défendaient encore l'ancien président et ceux qui prenaient leur distance. Claude Guéant fut placé en garde à vue. Thierry Herzog, l'avocat de Sarkozy, était lui-même menacé de poursuites pour obstruction à la justice. 3 mois après cette confrontation historique, les conséquences géopolitiques et judiciaires étaient majeures. Le procureur de la République ouvrait une information judiciaire pour haute trahison, la procédure la plus grave pouvant viser un ancien chef d'État. Sarkozy était placé sous contrôle judiciaire strict avec interdiction de quitter le territoire et obligation de pointage hebdomadaire.
Plus important encore, l'affaire détruisait définitivement l'héritage politique de Nicolas Sarkozy. L'homme qui avait rêvé de passer à l'histoire comme un grand réformateur entrait finalement dans les livres comme le président corrompu qui avait vendu la politique étrangère française à un dictateur. Les faits. Le Cornu a libéré la vérité sur une des plus grandes corruptions de l'histoire républicaine française, analysa l'historien Patrick Weil. Pendant 20 ans, Sarkozy a réussi à échapper à la justice. Il a fallu le courage d'un premier ministre pour dire enfin publiquement ce que tout le monde murmurait. Quant à Le Cornu lui-même, il était devenu un héros pour tous ceux qui attendaient depuis des années que la vérité éclate sur l'affaire libyenne. Son intervention du 22 janvier 2026 était étudiée dans toutes les facultés de droit comme un modèle de courage politique et de rigueur dans l'établissement des faits. L'histoire retiendra que ce jour de janvier 2026, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, un homme de 39 ans avait infligé une défaite morale et judiciaire définitive à l'un des présidents les plus controversés de la Ve République. Et que, par cette victoire de la vérité sur le mensonge, il avait restauré une part de la confiance des Français dans leurs institutions.